Dans le contexte de crise sanitaire, économique, sociale, l'accompagnement des publics les plus vulnérables joue et va jouer un rôle décisif dans la résilience de notre pays. L'accompagnement des 12 à 13 millions de personnes qui ne disposent pas des outils ni des usages du numérique sera essentiel. Médiation sociale et numérique, c'est l'urgence de l'après-crise. C'est aussi le thème du grand colloque annuel de l'Union nationale des PIMS. Nous sommes le 18 juin 2020, un événement organisé de manière inédite cette année, de manière dématérialisée. Les circonstances l'exigent, vous le comprenez. Deux tables rondes ce matin, la première qui va démarrer dans quelques secondes, accompagnement des publics vulnérables, quels besoins, quels dispositifs. Demain, on se penchera sur les effets de la crise et ses conséquences en matière de besoins d'accompagnement social et numérique. Deuxième table ronde, ce sera à 11 h quand la médiation sociale innove, des idées pour l'après. On se penchera davantage sur des expériences de terrain. Trois interviews, trois entretiens ont été réalisés en amont de ce colloque. Vous pouvez les retrouver sur les supports d'acteurs publics, partenaires de cet événement, sur les supports des PIMS et de l'Union nationale des PIMS. Entretien avec Jean-François Vacchieri, le président de l'Union nationale des PIMS. Entretien avec Cédrico, le secrétaire d'État au numérique. Il a tenu à s'associer à notre événement. Il n'est pas avec nous ce matin, mais on verra un court extrait de son entretien. Il insiste sur le besoin de médiation numérique. Ce sera un axe fort de sa feuille de route, de la feuille de route du gouvernement dans les mois à venir. Entretien avec Florence Henry du groupe La Poste. Merci d'être avec nous. On va démarrer l'échange. Vous voyez, alors comment ça marche? Vous avez sur vos écrans un onglet chat, un onglet questions. N'hésitez pas, chers spectateurs, à témoigner, à réagir. Je relayerai tout au long de ces 45 minutes, peut-être davantage, vos questions, vos témoignages. Allons-y, c'est parti pour la première table ronde, accompagnement des publics vulnérables. Quels besoins, quel dispositif demain avec nos invités, Benoît Bourrat, directeur général de l'Union des PIMS, Josiane Cornelou, madame la députée de Saône-et-Loire, Anne Ducrest, directrice consommateur pour France à Veolia, monsieur Khalid Lanaït, directeur de la relation client Suez au France, Florence Mouret, directrice des relations externes à Engie, et Vanessa Lee, de la direction marketing du groupe La Poste. Vous représentez Pierre de Buren qui n'a pas pu être avec nous. On va démarrer l'échange avec vous, Vanessa Lee, mais d'abord juste une courte séquence vidéo de témoignages. Ce sont des médiateurs sociaux qui, ces dernières semaines, qui ces derniers mois, depuis les débuts du mois de mars, depuis le confinement, étaient en première ligne. Regardez deux témoignages. Il y en a beaucoup d'autres à voir sur les supports des PIMS. C'est témoignages de Philippe Claude et de Samira Fekredine du côté des Portes de Provence et du Narbonnais. On les écoute et puis on démarre notre échange juste après. Regardez. Après la déclaration d'état d'urgence sanitaire de notre pays, le PIMS Portes de Provence a décidé de mettre tous ses moyens à disposition de la plateforme solidariténumérique.fr. L'essentiel de ma mission est d'apporter un appui auprès d'usagers qui sont complètement perdus par rapport aux démarches administratives en ligne. Mon rôle est d'écouter, de rassurer et d'apporter la meilleure des solutions à leurs problématiques. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, on n'a pas pu les relayer tous, mais ça dit beaucoup de l'engagement des personnels qui interviennent dans les PIMS partout en France. Démarrons notre échange avec vous, Vanessa Lee du groupe La Poste, et puis pendant 3-4 minutes, vous représentez Pierre de Buren, qui est directeur marketing du groupe La Poste, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Dites-nous quels sont, Vanessa Lee, les enjeux d'inclusion, d'accompagnement social et numérique. Quel est votre sentiment dans ce contexte? Quels sont, selon vous, les besoins? Oui, alors la Banque Postale est engagée depuis de nombreuses années sur les clientèles dites vulnérables, c'est-à-dire soit en situation de fragilité financière, soit qui sont exclus quelque part du système bancaire classique. Donc, on travaille bien en lien étroit avec nos partenaires associatifs sur cette problématique-là. Et effectivement, nous, ce qu'on a observé pendant cette crise sanitaire, c'est un peu le phénomène de la double peine, avec effectivement cette crise qui a révélé et amplifié la problématique d'exclusion numérique, et ce, dans tous les domaines essentiels de la vie, et notamment dans le domaine de la gestion bancaire,
où ce besoin d'autonomie numérique s'est révélé essentiel dans un univers de plus en plus dématérialisé. Après, voilà, on sait qu'il y a une partie de la population, de toute manière, qui a toujours un besoin fort d'accompagnement et d'humain. Nous, on l'a vu notamment pendant la période de versement des prestations sociales, où on a bien vu qu'on a mis tout un dispositif particulier pour permettre à ces personnes de venir au guichet, retirer des espèces, venir pour des opérations bancaires de base, où il y avait voilà, vraiment ce besoin de proximité et d'accompagnement humain, voilà, qui de toute manière est essentiel et reste nécessaire pour une partie de la population. Donc, c'est quand même un enjeu, nous, qu'on a identifié depuis plusieurs années et pour lequel on travaille avec l'Union nationale des PIMS et pour lequel on a lancé un plan d'inclusion bancaire par le numérique ambitieux qu'on co-porte avec le réseau La Poste pour justement faire du numérique quelque part aussi un levier d'inclusion bancaire. Voilà, les deux sont étroitement liés. On sait qu'il y a 5 millions de personnes qui cumulent problématiques d'inclusion sociale et d'inclusion numérique. Donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les clients éloignés des usages bancaires en ligne vers plus d'autonomie pour plus de sérénité, j'allais dire, budgétaire. Merci beaucoup, Vanessa. On poursuit avec vous puisque vous allez nous quitter dans quelques instants. Mais quel bilan vous faites de ce plan inclusion bancaire sur le numérique? Quels sont les enjeux? Alors, vous les avez esquissés en creux, mais j'imagine que ce sont des pistes de développement importantes. Oui, peut-être juste rappeler très rapidement en quoi consiste le plan d'inclusion bancaire par le numérique. En fait, il y a 3 grandes étapes. Une détection en bureau de poste, justement par les médiateurs qui vont faire un diagnostic du profil numérique de la personne et à partir de là, soit l'orienter vers un coup de pouce qui sera toujours opéré par un médiateur en bureau de poste. C'est un format court d'accompagnement de 15 minutes pour lui faire une démonstration en ligne de l'application, par exemple, sur son smartphone ou pour faire des premières opérations, lui faire la démonstration d'opérations bancaires qu'il peut faire en ligne ou utiliser, par exemple, les automates. Et si la personne a un premier niveau d'acculturation numérique, même faible, elle pourra s'inscrire et participer justement à des ateliers de formation aux usages bancaires en ligne qui sont justement animés et dispensés par les PIMS. Donc voilà, donc ça c'est le dispositif très rapidement présenté. On a eu à peu près plus de 225 ateliers qui ont lieu depuis 2019 dans 100 bureaux de poste, ce qui représente à peu près 300 heures de formation. Et nous, le bilan qu'on en tire, c'est que voilà, on a vraiment co-construit ce dispositif avec l'Union nationale des PIMS et les PIMS implantés sur les territoires. Et on est, j'allais dire, dans une phase d'apprentissage collective, de montée en compétences collectives sur ce dispositif. Voilà, là on rentre en 2020, donc là ça a été suspendu dans le cadre de cette crise sanitaire, mais l'objectif c'est bien de pouvoir massifier l'action, de roder davantage ce dispositif et d'avoir du coup une couverture territoriale plus importante pour couvrir l'ensemble des besoins parce que les besoins sont immenses. Voilà, nous ce qu'on constate c'est qu'il y a un besoin fort de formation au numérique de base qui est indispensable après pour que nous on puisse prendre le relais justement sur ces usages bancaires en ligne. Avec une place importante, toute dernière question, parce que je crois que vous devez filer une question importante, hein, celle des synergies, et on va en parler tout au long de cette année pour porter ces actions. Vous ne pouvez pas faire tout seul, personne d'ailleurs ne peut interagir, il faut interagir, donc personne ne peut agir seul. Vous allez vous appuyer sur les synergies territoriales, j'imagine. Oui, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu en conseil d'orientation. Justement, je pense que pour massifier l'action et avoir un effet levier plus important, on doit vraiment travailler collectivement, grandes entreprises, pouvoirs publics et acteurs associatifs, justement pour essayer de coordonner, j'allais dire, tous les dispositifs qui existent, justement, médiation numérique ou ça peut toucher aussi d'autres dispositifs de médiation de type France Service. Les points conseil budget, c'est un dispositif aussi qui a été mis en place pour accompagner les publics vulnérables. Donc je pense que voilà, et c'est bien là la complexité de notre action, c'est essayer
voilà, de s'intégrer, de coordonner pour avoir quelque part un impact plus fort. Ça, c'est un premier enjeu. Et je pense qu'effectivement, l'Union nationale des PIMS s'est bien positionnée pour qu'on travaille collectivement ce sujet-là. Et le deuxième enjeu, il y a une question de structuration de l'offre associative sur ce sujet de médiation numérique. On l'a vu dans le cadre justement du déploiement du plan d'inclusion bancaire par le numérique, où en fait on est tous collectivement montés en compétence sur ce sujet. On a travaillé avec WeTechCare qui a mis en place des ressources pédagogiques dédiées sur la plateforme Les Bons Clics. On a à peu près 9000 structures étendues sur tout le territoire qui peuvent intervenir sur ces sujets. On a une grande communauté d'aidants numériques et on doit aussi, pareil, c'est une responsabilité collective, soutenir justement tout ce maillage associatif pour aider à consolider et à structurer cette offre finalement de médiation numérique, d'accompagnement au numérique. Donc voilà, c'est comment collectivement on peut soutenir l'ensemble des structures associatives qui travaillent sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Vanessa Lee, pour votre témoignage. Merci à tous, vous qui nous avez rejoints. Je vois que vous êtes à Nîmes, que vous êtes à Montpellier, que vous êtes à Lyon, merci à Angers, dans les Yvelines. Bref, merci de nous suivre partout en France. Je vous propose de poursuivre notre échange. Alors peut-être un tour de table liminaire et puis on discutera sur des enjeux un peu transverses de territoire, de numérique, etc. Qui veut démarrer? Anne Ducrest, peut-être, si vous voulez démarrer ce tour de table, votre propos liminaire, directrice consommateur pour l'eau France à Veolia. Quel est votre sentiment, l'urgence de l'après-crise, médiation sociale et numérique, l'urgence de l'après-crise? Quel est votre constat, quel est votre sentiment? Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous. Alors, Veolia, je pense que vous connaissez, nous sommes partenaires des collectivités locales et à ce titre, nous desservons un Français sur 3 sur les services d'eau et d'assainissement. Alors, nous sommes évidemment aux côtés des collectivités pour les populations fragiles et la crise a relevé pour nous 2 défis qui ont été particulièrement exacerbés. Un premier défi, c'est l'accès aux services essentiels que sont l'eau et l'assainissement, puisque ne pas avoir accès à l'eau, c'est être dans l'incapacité d'effectuer les gestes barrières. Et donc, nos équipes ont été fortement mobilisées pour accompagner des populations éloignées de type migrants sans domicile fixe ou dans les camps pour pouvoir accéder à l'eau. Et dans ces contextes-là, la médiation est essentielle. Le deuxième aspect, ce sont les usagers qui ne sont pas connectés aux services numériques. Et là, à nouveau, l'accès aux services numériques, c'est l'accès aux informations. C'est l'accès aux informations sur les services, la qualité de l'eau, l'accès à l'eau, les gestes, les bonnes pratiques, mais aussi l'accès aux droits et aux informations sur la maîtrise de son budget. Et pour revenir juste un petit point sur l'accès aux droits, ce que nous constatons dans les services d'eau, malgré les dispositifs que nous mettons en place, comme les chèques eau, nous avons un niveau de non-recours aux aides qui est extrêmement important. Et la crise amplifie ce non-recours, et d'où l'importance du lien numérique que nous sommes en capacité de mettre en place. Dans ces 2 aspects, finalement, on se rend compte que la médiation et l'accompagnement sont essentiels. Et finalement, à la fois, et en particulier sur l'accès au numérique, en s'appuyant déjà sur nos équipes, qui elles-mêmes n'étaient pas forcément proches des sujets numériques et qu'il a fallu accompagner, et puis en s'appuyant, et c'est notre souhait pour l'avenir aussi, de continuer à nous appuyer sur les médiateurs. Et on a vu que les médiateurs des PIMS, et merci pour les témoignages qu'on a vus, ont été confrontés à ces aspects-là. Et enfin, ce que je voulais signaler, c'est que tout ceci met en évidence de façon criante la nécessité de continuer nos partenariats à ce que nous appelons chez Veolia au niveau local, c'est-à-dire à la fois au niveau global, et nous sommes heureux de le faire avec l'Union des PIMS, mais avec d'autres associations comme l'Union des CCAS ou d'autres associations de niveau national, mais en particulier et en priorité au niveau local avec nos collectivités, et avec des solutions hybrides de partenariat entre acteurs privés et acteurs publics. Tout ceci pour pouvoir relever les défis que nous avons vus de façon extrêmement forte pendant la crise que nous venons de traverser ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. On va poursuivre évidemment la discussion. Monsieur, donc, directeur de la confiance au France.
brancher votre micro, nous vous écoutons. Je vois, Madame Morel, que vous nous avez rejoint. Bonjour à vous. Monsieur Lanaït, nous vous écoutons sur votre propos, votre constat. On sort, enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'on est sorti d'ailleurs d'une crise sans précédent. Quels sont les besoins, quels sont les enjeux? Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. En fait, Suez, pour Suez, nous, la mise en place de dispositifs d'accompagnement des personnes qui sont en situation de fragilité est depuis longtemps un enjeu majeur. Mais avant de développer, je voudrais revenir sur la notion de vulnérabilité sociale dans le secteur de l'eau, qui va probablement exploser avec cette crise. Je vais donner un exemple très simple du fait qu'on a consommé plus d'eau, en étant confiné, on a consommé plus d'eau parce que les règles mises en place sur le fait de se laver les mains, le fait de passer du temps à la maison, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc, du coup, il va y avoir certainement une explosion de la précarité d'une manière globale énergétique. Et pour revenir sur la vulnérabilité du secteur de l'eau, il ne faut plus s'arrêter uniquement à l'aspect paiement de la facture d'eau. Parce qu'en restant là-dessus, on passe à côté d'enjeux beaucoup plus importants comme l'éco-citoyenneté, qui doit en fait nous amener à aider les usagers pour s'aider eux-mêmes avec d'autres mesures que les mesures curatives existantes, connues effectivement dans le monde de l'eau, que sont le Fonds Solidarité Logement, les aides qu'on peut avoir avec les communes ou encore les chèques eau. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est un peu trop tôt pour tirer un certain nombre de leçons de cette crise, mais qu'on remarque depuis le 18 mai, depuis que certains teams ont réouvert, c'est qu'il y a je dirais, beaucoup de personnes, un public qui arrive comme si, en fait, ils n'attendaient que l'ouverture des PIMS. Sur l'exemple des Yvelines, par exemple, dès le premier jour, il y a eu plus de 80 personnes qui sont venues pour justement commencer les démarches. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le PIMS, il est, je dirais, il a un enjeu fort, un ancrage territorial fort. Et c'est une des raisons pour lesquelles Suez les soutient depuis plus de 15 ans, d'une part, et d'autre part, on travaille énormément à développer ce qu'on appelle la médiation sortante postée, médiation sortante à distance, et aujourd'hui, la médiation sortante numérique. L'approche via la médiation sortante aujourd'hui qui est opérée par les PIMS, je dirais c'est une approche inclusive. Elle vise à accompagner les publics vers plus d'autonomie, même si en même temps on a créé une fidélisation puisqu'ils viennent sur les sites physiques des PIMS, mais les deux ne sont pas compatibles. Et en fait, notre objectif commun, c'est de pouvoir accompagner le public vers plus d'autonomie et de compréhension des enjeux de la ressource, du prix, du service et de la responsabilité qui va bien au-delà de l'utilisation de l'eau. Je vais donner deux exemples pour illustrer mes propos. Le PIMS des Yvelines qui a accompagné une centaine de familles en 2019 pour recréer du lien avec Suez en trouvant des solutions de paiement, des éco-gestes, et la recherche et réparation de fuites pour la maîtrise des consommations. Un autre exemple sur Bordeaux, où on a effectivement accompagné, où le PIMS de Bordeaux a accompagné 400 familles pour la maîtrise des consommations, pour éviter des surconsommations qui mettraient encore plus en difficulté les ménages. Et en fait, cette crise, pour finir mon propos, cette crise, en fait, elle vient conforter l'intérêt d'une solidarité de proximité qui doit associer l'État, les collectivités territoriales, les associations et les partenaires publics-privés pour accompagner au mieux les ménages qui sont en difficulté, qui représentent 20% de la population et probablement les mêmes frappés par l'électronisme. On y viendra un peu plus tard. Absolument, on va y revenir. Certains, vous me posez la question sur le chat de la rediffusion. Je vous dis, cette séquence sera en ligne et portée sur tous les canaux de diffusion de l'Union des PIMS et d'acteurs publics dès demain ou début de semaine prochaine. Il y a une question sur les enjeux numériques. On va en parler, mais continuons le tour de table. Benoît Bourrat, vous êtes directeur général de l'Union des PIMS. Vous travaillez, vos équipes, les PIMS, étaient en première ligne. On l'a vu avec le témoignage des deux médiateurs sociaux. Évidemment, vous pensez aussi à l'après. Benoît Bourrat, sur ces enjeux, nous vous écoutons. Très bien, merci beaucoup. Alors, en effet, très, très heureux d'avoir entendu déjà les premiers propos qui confortent véritablement l'ensemble des partenariats qu'on réussit à mettre en œuvre à travers l'Union nationale des PIMS et les PIMS. J'en suis vraiment très, très heureux. Alors peut-être pour préciser aux téléspectateurs qui nous écoutent de savoir les quelques éléments importants concernant qui nous sommes, les PIMS. En deux mots, c'est très simple.
Les PIMS, leur mission, c'est de faciliter l'accès des populations aux services publics et aux droits sociaux par un accompagnement humain et de proximité. On a entendu à l'instant, je crois que cette définition a bien été reprise dans les traductions que nous faisons sur le territoire. Aujourd'hui, on a 67 PIMS partout en France qui répondent à cette première mission. La deuxième mission, c'est tremplin professionnel. Donc, on va sûrement l'aborder un petit peu plus dans nos échanges, puisque nous accompagnons l'ensemble de nos partenaires, de nos médiateurs, sur leurs propres projets professionnels. Donc, on crée des parcours professionnels et on crée de l'emploi. Donc, ça, c'est vraiment une mission associée à cette mission de service public. Les PIMS sont le fruit d'une réflexion commune avec l'État, avec les collectivités territoriales et avec les entreprises de services publics qui ont imaginé ce concept et qui en ont fait un véritable acteur qui est reconnu aujourd'hui de la médiation sociale et du numérique. Alors, cette reconnaissance, elle est passée par cette capacité à avoir identifié et à identifier aujourd'hui les besoins sur les territoires. Donc, on revient sur ce qui a été dit en termes d'ancrage territorial. C'est cet ancrage qui nous permet d'identifier comment notre offre de services doit pouvoir être modulée, notre capacité à se réinventer, à s'adapter par rapport à ce qu'on va pouvoir découvrir sur un territoire qui sera différent par rapport à notre territoire, et enfin à trouver tous les nouveaux usages nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Enfin, il me semble que c'est important en introduction d'indiquer que nous sommes depuis décembre 2019, donc récemment, certifiés AFNOR sur la norme médiation sociale. C'est une véritable reconnaissance professionnelle. C'est une norme qualité, donc il y a vraiment une reconnaissance professionnelle de nos médiateurs qui délivrent donc ces actions de médiation sociale, et c'était important de bien le signifier. En quelques chiffres pour terminer, 2 millions de demandes sont traitées chaque année dans nos PIMS, dans les PIMS, donc dans les lieux d'accueil où on reçoit les personnes, et 1,5 million d'actes de médiation sont réalisés à l'extérieur des PIMS, dans les transports, sur les espaces publics et même à domicile. Et cette question du à domicile est en train d'être travaillée compte tenu de l'actualité. Donc ça, c'était important de le rappeler. Et l'Union nationale des PIMS et les PIMS ne peuvent fonctionner que par le biais d'un accompagnement et d'un portage très fort des 10 entreprises nationales qui nous accompagnent, qui nous financent et qui nous permettent de délivrer cet ensemble de services sur les territoires. EDF, Engie, Enedis, Veolia, La Poste, la Banque Postale, Malakoff Humanis, Keolis, SNCF et Suez. Et puis, nous avons aussi le soutien de l'État à travers l'Agence nationale de cohésion des territoires qui nous soutient depuis le début et qui nous soutient de plus en plus. Et nous l'en remercions. Nous remercions l'État vraiment de ce soutien qui est important durant la crise et qui doit pouvoir continuer. Et l'ensemble de ce beau concept, donc la cheville ouvrière de ce beau concept, c'est 450 médiateurs présents tous les jours sur le territoire. Merci beaucoup, merci pour cette présentation complète, Benoît Bora. Bravo aux 450 médiateurs. Et puis, il y avait une réflexion là sur le chat, quelqu'un qui disait bon anniversaire, ça fait 25 ans que vous êtes là. Je vois qu'on est aussi… Exact, nous avons 25 ans aujourd'hui, tout à fait. Ouais. Et on est suivi là sur cet échange. Marc Odigier, vous êtes à Nouméa, on est suivi partout en France et c'est tant mieux. Florence Mouret et Madame la députée, on ne vous a pas écouté. Peut-être Josiane Cornemou, députée de Saône-et-Loire, un territoire sur lequel je crois que vous intervenez avec 4 PIMS, me semble-t-il, 4 des 67 PIMS. Vous êtes très engagée sur ces enjeux-là, évidemment, Madame la députée. En court propos liminaire, nous vous écoutons sur cet ancrage territorial, sur le constat que vous faites dans ce contexte exceptionnel et sur la suite, les mois, les années à venir. Quel est votre sentiment, Madame la députée? Nous vous écoutons. Les PIMS Bourgogne du Sud, c'est en fait 7 sites. Et j'ai été très vite convaincue par l'action des PIMS parce qu'en 2013, j'ai souhaité en créer un dans ma commune, qui est une petite commune de 890 habitants, tout simplement parce que je considère que les PIMS sont vraiment une solution pertinente pour réintroduire des services publics utiles à tous en ruralité. Ce sont des équipes de proximité
qui sont parfaitement ancrés dans les territoires, qui sont tout à fait en lien avec les élus, avec les CCAS, mais également avec les maisons des solidarités, qui connaissent très bien les ressources du territoire, et ça c'est indispensable. Ce sont des petites équipes. Nous, sur 7 PIMS, nous avons 30 salariés. C'est vous dire que ce sont des équipes réactives, efficaces, et qui ont en plus la culture du résultat. Et ça, c'est très important. Au-delà, si vous voulez, d'informer, c'est-à-dire le niveau qu'on appelle le niveau de premier accueil, eh bien, chez nous se développe le deuxième accueil, c'est-à-dire l'accompagnement pour une solution. Et en milieu rural, c'est très important puisque, vous le savez, la mobilité est une vraie problématique. Donc, si les agents du PIMS sont là pour dire « vous allez à 50 km pour trouver la solution », ça n'est pas rendre service à la personne. Donc, elles vont mettre en relation avec justement cette institution qui se trouve peut-être à 50 km et elles vont accompagner la personne pour régler le problème. Et ça, c'est extrêmement important. En plus, ces équipes, les agents des PIMS, sont des agents polyvalents. Monsieur le directeur, vous le soulignez, il y a un partenariat fort avec Pôle emploi. Pour la plupart d'entre eux, les personnels sont des demandeurs d'emploi à la base, très souvent bénéficiaires du RSA, qui ont des formations dans chacun des partenaires, à la CAF, à la MSA, etc., à la DGFIP. Et ce sont donc des agents qui ont des compétences très transversales et qui sont capables de prendre une situation, de l'évaluer et de la prendre dans sa globalité et d'apporter une réponse tout à fait adaptée. Et ça aussi, ça me semble extrêmement important. Nous l'avons vu pendant le confinement, les besoins ont été multipliés puisque, effectivement, toute cette problématique du numérique s'est révélée tout à fait cruciale, avec des personnes qui, d'une part, n'avaient pas accès, d'autre part, ne savaient pas se servir de l'outil. Donc, tout l'intérêt des PIMS, c'est d'accompagner les personnes téléphoniquement, puisque ça a été le cas chez nous, avec des visioconférences et autres, pour que les personnes qui étaient en demande puissent réaliser leurs opérations à distance. Et l'avantage du PIMS également, bien sûr, elle répond à une demande, les personnes poussent la porte, le service est gratuit, il s'adapte à tous, quel que soit l'âge de la personne, mais le PIMS ne fait pas que répondre à une demande, le PIMS va à la rencontre d'eux. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de médiation sortante, le fait d'avoir des partenaires comme EDF, Engie, Veolia, La Poste, on voit bien que là, le PIMS va à la rencontre des personnes qui sont amenées à faire des opérations ou qui rencontrent des problèmes. Et là aussi, elle les accompagne pour réaliser ces opérations, pour qu'ils prennent en main l'outil qui est mis à disposition, qu'elles sachent s'en servir et qu'elles sachent résoudre les problèmes qu'elles rencontrent. Et lorsqu'il y a des problèmes avec, par exemple, EDF, Engie, en lien avec des problématiques de paiement de facture qui posent souci, eh bien, elles sont là également pour accompagner les personnes, pour un étalement et pour voir plus globalement s'il y a un vrai problème de budget. Parce que, on le sait, au niveau du département, nous avons des commissions uniques délocalisées qui visent à aider. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de problèmes structurels qui sont à prendre en compte. Merci, merci Madame la députée. On vous redonne la parole dans un instant. On va regarder un court extrait de Cédrico. Juste 2 questions, peut-être vous. Sur la première, un médiateur social opérant dans le domaine de l'accès aux droits et aux services est-il forcément un médiateur numérique? Benoît Bourra, peut-être, si vous pouvez répondre c'est Monsieur Croquison. Un médiateur social opérant est-il forcément un médiateur numérique? Et ça va faire la bascule avec Cédrico. On vous écoute. Oui, alors, tout à fait. Alors, c'est un vrai chantier sur lequel nous sommes depuis maintenant quelques temps, depuis, j'ose pas dire quelques années, mais presque. Nous avons cette compétence supplémentaire qu'on apporte au médiateur social pour qu'il soit en capacité d'accompagner sur toutes les démarches liées au numérique d'un point de vue technique, opérationnel, tout en utilisant le faire savoir qu'il a à travers la médiation sociale en tant que telle. Donc, c'est vraiment une application des outils de la médiation sociale au numérique. Merci. Merci Benoît Bourra, directeur général de l'Union des PIMS. On va poursuivre la discussion et justement le numérique est tellement essentiel, on l'a dit, vous l'avez dit en creux et on va
insister là-dessus. Regardez ce court extrait de l'interview, d'un entretien de Cédrico, que Cédrico nous a accordé dans le cadre de ce colloque. Il souhaitait vraiment s'exprimer et témoigner auprès de l'Union nationale des PIME sur ces enjeux. Écoutez ces 45 secondes de Cédrico, et puis vous pourrez retrouver son entretien de manière plus large par la suite. Écoutez juste ce témoignage de Cédrico. Le travail des PIMS, il est remarquable, y compris d'ailleurs des PIMS qui se déplacent, et je trouve que c'est très intéressant. Ce que nous devons faire maintenant, c'est mettre en réseau et coordonner et amplifier l'action de tout le monde. Les PIMS, les associations comme Emmaüs Connect ou comme l'action des tiers-lieux par exemple, l'action des collectivités territoriales. La question de la médiation numérique, de la fracture numérique, de la lutte contre la fracture numérique, c'est un problème pour l'État, c'est un problème pour les collectivités, c'est un problème pour les entreprises privées, au-delà d'ailleurs de celles qui sont engagées dans les PIMS. Et c'est cette action que nous devons mettre en cohérence. Mais encore une fois, on doit s'appuyer sur les acteurs de terrain, comme les collectivités territoriales ou les PIMS. Je vous invite à visionner et revoir et diffuser l'entretien de Cédrico sur ce besoin numérique. En début d'entretien, vous le verrez, il parle de 12-13 millions de personnes, je le disais, qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les usages. Et il le dit, il faut mettre le paquet, ça va être son job principal dans les semaines, dans les mois à venir, sur cet accompagnement numérique, sur les synergies aussi, comme le ministre l'évoque. Peut-être, Madame Ducrest, vous souhaitez rebondir sur cet enjeu numérique qui est extrêmement important. Là aussi, c'est un constat que vous faites, j'imagine. Ce besoin de synergie également. Oui, absolument. En fait, je ne sais pas si mon micro fonctionne. On vous entend. Oui, tout à fait. Effectivement, la question partenariale, elle est nécessaire pour pouvoir aborder cette transition numérique. Et c'est vraiment une question de méthode, en fait, de pouvoir mobiliser l'ensemble des ressources, l'ensemble des personnes, de faire avec et pas faire pour. Je voyais les réactions des uns et des autres parce que finalement, l'enjeu se fait vraiment avec cette médiation en partenariat local, en partenariat général pour pouvoir aller plus loin sur nos enjeux numériques puisqu'on voit bien dans nos services en particulier la montée du numérique. C'est très clair. Monsieur Lanaït, peut-être en réaction, en prolongement, vous êtes ancré dans le territoire, vous l'avez dit en substance en introduction, quand le secrétaire d'État dit il faut mettre le paquet sur la médiation numérique, et il faut le faire, mais en synergie, en faisant travailler les collectivités, en faisant travailler les entreprises, en faisant travailler la puissance de l'État, des associations, vous ne pouvez qu'être d'accord, j'imagine. Absolument, absolument, 100% d'accord, parce qu'en fait, dès qu'on parle de fracture numérique, on parle forcément de creuser encore plus les inégalités sociales. Et aujourd'hui, on le constate dans nos métiers de proximité. Effectivement, nous, on a ce qu'on appelle un client consommateur et puis un client abonné. Et effectivement, on ne touche pas l'ensemble de nos clients usagers. Et en fait, ces clients usagers se déplacent vers des structures comme les PIMS. C'est là, en fait, où on comprend ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a pratiquement un Français sur 3 qui déclare ne pas être en capacité de faire des démarches en ligne. Oui. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Et j'aime bien, en fait, dire, aujourd'hui, il faut qu'on les accompagne, non pas pour faire des choses, mais plutôt à chercher des choses. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, c'est là, j'allais dire, comment est-ce que nous, on accompagne les médiateurs pour laisser les usagers faire eux-mêmes la démarche et qu'ils creusent un peu plus et qu'ils apprennent à aller chercher l'information là où il existe. Je vais prendre un exemple sur ce qu'on appelle le CIO, c'est un centre d'information pour l'eau, où aujourd'hui, il y a une animation didactique. Et en fait, ça explique aux clients qui sont en difficulté comment payer leur facture d'eau. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas où aller chercher l'information. Donc, ce public, on n'arrive pas à le toucher. Et c'est là où on doit, encore une fois, c'est un travail collectif. Et j'en profite pour saluer les équipes des PIMS des Yvelines. Ils ont pris une initiative en décembre 2018 avec la création d'un réseau territorial de l'accès au numérique qui regroupe les pouvoirs publics, les partenaires publics-privés, avec un seul objectif, c'est le maintien au niveau des connaissances pour éviter cette fracture numérique qui est souvent synonyme de fracture sociale. Merci, Monsieur Lanaït. Benoît Bourrat, je vous vois réagir. On va prendre quelques questions, mais on vous écoute.
Oui, alors pour compléter, parce que je suis tout à fait d'accord avec les propos tenus par rapport à cette crise sanitaire qui a aggravé des inégalités. On peut en citer trois principales: le logement, l'emploi, la scolarité. Ça a été bien relayé dans l'actualité. Et ces inégalités, en effet, ont augmenté ce qu'on appelle les ruptures de droit. Et c'est vraiment de ça dont il est question là dans les propos qui ont précédé. Et c'est là-dessus où nous devons absolument pouvoir intervenir. On a des cas très précis de personnes qui se sont retrouvées dans des situations véritablement de blocage pendant cette période de confinement, simplement parce qu'elles n'avaient plus un accès aux services publics. Donc là, il y a vraiment eu cette rupture de droit qui a été révélée. Et plus largement, si on poursuit donc la réflexion, on va retrouver cette rupture de droit à travers le numérique. Et c'est pour ça qu'on met l'accent justement sur notre capacité à accompagner les personnes sur l'ensemble des outils du numérique et des démarches administratives en ligne. Donc ça, c'est pour nous vraiment important. Ça s'est accéléré, ça s'est renforcé avec l'effet de la crise. Ça a été certainement pour certains une véritable opportunité parce que ça a pu faciliter certainement. Petit saut de connexion. Benoît, vous êtes toujours avec nous? Donc pour eux, des démarches sur lesquelles… Allez-y Benoît, on vous écoute. Alors Benoît, il y a un tout petit saut de… Fort de ce constat d'après-crise, on a un double enjeu. On a clairement un double enjeu, un enjeu d'accompagnement des publics, qui nous paraît vraiment très important, et un enjeu de formation au numérique. Les PIMS sont des laboratoires sur les territoires. On a parlé d'ancrage territorial et on est complètement dans cette dynamique-là, dans cette synergie avec l'ensemble des acteurs présents sur les territoires. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait qu'on est capable d'expérimenter, on est capable de faire des adaptations sur les territoires et ensuite de déployer à l'ensemble du territoire pour pouvoir répondre complètement aux besoins des habitants dans le domaine du numérique. Le fil rouge de tout ça, on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est important de le rappeler, parce que ça ne marcherait pas si on n'était pas capable de le faire de cette manière-là. Pour nous, clairement, la réussite est basée sur la médiation sociale. C'est cette médiation sociale qui permet de maintenir le lien avec les habitants, qui permet de préserver ce lien. La dématérialisation impacte fortement ce lien. Et par la médiation sociale, les PIMS œuvrent pour maintenir une cohésion sociale qui permet d'agir directement contre les exclusions. Et je pense que ça, c'est vraiment la plus-value, le faire-valoir des PIMS, c'est cette capacité d'intervenir en médiation sociale. Merci beaucoup Benoît Bourrat, directeur général de l'Union des PIMS. Alors, petite info, Florence Mouret, directrice des relations externes à Engie, a un petit souci de connexion. Elle était prévue sur cet échange. Elle va intervenir à la fin de la table ronde, si vous en êtes d'accord, et vous en êtes forcément d'accord, par téléphone. On va mettre le haut-parleur. Ces outils permettent d'échanger dans toutes les circonstances. Donc, c'est très bien. On va lui donner la parole par téléphone en fin d'échange. Et puis, on va prendre quelques questions. Je vois que le temps passe vraiment très vite. Juste un mot, Madame la députée, sur ces enjeux numériques qu'évoquait Cédrico, cet intérêt fort, ces actions fortes à développer qu'évoquait Benoît Bourrat. Un mot, Madame la députée, puis on prend les questions que vous nous posez. Vous êtes nombreux à réagir. Madame la députée. Oui, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Cet accompagnement numérique est essentiel dans l'accompagnement, essentiel dans la formation également des publics. Je sais que chez moi, par exemple, les PIMS ont développé des ateliers numériques pour permettre une bonne maîtrise de l'outil. Et il est certain que si le public n'a pas accès au numérique et ne le maîtrise pas, eh bien, comme cela a été dit, ça aggrave complètement les inégalités sociales et ça crée des ruptures de droit. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, ces ruptures de droit ont été majeures. D'accord. Et ce qui me paraît important également dans ces PIMS, c'est que certes, cet accompagnement numérique est indispensable, mais il y a en même temps la présence physique de l'agent. Et aujourd'hui, où il y a de moins en moins de personnes physiquement présentes, ce lien est également très important entre l'agent et la personne qui vient chercher le renseignement. Cette notion de guichet unique aussi est très importante. La personne sait qu'ici, le lieu est clairement identifié, elle peut trouver les informations nécessaires.
Merci, Madame la députée. 10h43. On va se donner encore une 12 minutes. C'est extrêmement frustrant. On pourrait passer des heures sur ces échanges, mais je vous le redis, cette discussion sera en replay là dans les tout prochains jours. Et puis surtout, on ne peut pas tout évoquer, mais l'idée, c'est aussi de poursuivre entre vous la discussion et puis d'aller regarder les dispositifs. On donnera tous les contacts. Peut-être quelques questions et puis on va donner la parole à Florence Mouret. Je vois Sylvie Mousset parler de l'accès au droit via les médias à l'école, donc lycée, université me semblerait un vrai plus en termes de prévention. Madame Mousset, merci de témoigner. Vous évoquez aussi question il y a 15 minutes, comment travailler davantage avec les acteurs de l'éducation nationale. Ça rejoint les enjeux de formation que vous évoquiez, Benoît. Apprendre à accéder à ces droits n'est pas inné, c'est souvent adulte et devant les difficultés que l'on apprend à contacter les services publics et autres entreprises dont on a besoin pour vivre en société. Cette relation avec l'éducation nationale, les acteurs de la formation, quelqu'un veut en dire un mot, Benoît, Bourra ou Benoît peut-être? Oui, un petit mot qui peut être dit. En effet, c'est un domaine qui revient de plus en plus et on vient nous chercher, on nous demande de réfléchir à cette capacité d'intervenir donc au niveau de l'éducation nationale. On a travaillé pendant tout le confinement avec la NCT, notamment pilotée par Monsieur Mariani, et les grands réseaux de la médiation, principalement sur ce sujet-là. Donc, puisque on est le plus proche avec France Médiation, qui travaille beaucoup et de plus en plus avec l'éducation nationale et qui nous invite à véritablement les rejoindre pour apporter notre savoir-faire, notre compétence au service donc des collégiens, parce que c'est beaucoup là-dessus qu'on nous attend, des écoles aussi, mais surtout des collégiens. Et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer et c'est un vrai challenge pour nous dans le cadre de notre développement, d'être en capacité de répondre à cette attente, à cette main tendue de l'État au niveau de l'éducation nationale. Manifestement, il y a un enjeu et quand on parle de synergie, c'est en direction de tous les acteurs. Votre réflexion, Madame Mousset, fait sens. Peut-être une dernière question, Jean-Hugues Herman. Comment adapter le modèle économique de la médiation sociale numérique en milieu rural si les médiateurs doivent se déplacer pour de l'accompagnement individualisé? Adapter le modèle économique de la médiation sociale. Josiane Cornemou, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut repenser, revisiter les dispositifs. Quel modèle économique? Quel est votre sentiment, Madame la députée? Eh bien, je pense que l'action des PIMS avec les différents partenaires, médiation sortante, a largement été évoquée. Je voulais revenir par rapport à la crise. Il se trouve que nous, les PIMS de Bourgogne, ont développé la Senior Mobile. Je sais que quelqu'un de Malakoff Humanis viendra en parler. Absolument. L'idée, c'était vraiment de rompre l'isolement des personnes âgées, de leur permettre d'accéder à des activités, donc de recréer quelque part du lien social. On le sait, la crise sanitaire a aggravé ce phénomène d'isolement. Donc, je pense qu'il y a tout un champ à explorer. Le PIMS pourrait parfaitement aller à la rencontre des personnes âgées pour leur expliquer les gestes barrières, leur redonner confiance et l'envie de sortir. Donc, je pense que là, il y a un gros problème, enfin, quelque chose à travailler qui fonctionne très bien puisque nous l'avons expérimenté. Ça reste encore largement à développer, surtout après la crise sanitaire. Le modèle économique, eh bien, c'est vraiment une interrogation. Et nous avons des PIMS, mais je pense que ce ne sont pas les seuls, extrêmement dynamiques, puisque le PIMS gère également un espace de coworking, il gère un appartement domotique pour les adaptations au logement personnes âgées, personnes handicapées. Donc, vous voyez, il s'est vraiment adapté aux besoins du territoire et aux problématiques du territoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un soutien financier de l'État plus important. Parce que très honnêtement, sur les PIMS de Bourgogne, sur un budget de 650 000 €, l'État intervient pour 30 000 € sur chaque site. Donc, c'est quand même relativement peu, dans la mesure où sur ces 30 000 €, il y a 15 000 € qui sont fournis par le biais des partenaires. Donc, vous voyez, l'autofinancement de l'État pur est très faible. Or, on voit bien que ces actions peuvent être développées très largement en fonction des besoins du territoire, mais ce coût de fonctionnement, il faut qu'il soit pris en compte et que l'État puisse aider les PIMS un petit peu plus, je pense, pour qu'ils puissent parfaitement développer des actions en fonction des besoins. Merci, Madame la députée. Peut-être un mot, Anne Ducrest et Raïd Lanaïd, sur ce modèle économique à réinventer, puis on donnera la parole à Florence Mouret. Est-ce que vous voulez réagir, Madame Ducrest ou Madame Ducrest, peut-être?
Oui, bien sûr, en fait. La question de la médiation sociale ou de la médiation en général, on a le modèle économique à mettre en place. Il faut savoir que dans nos partenariats avec les collectivités, nous poussons beaucoup à la mise en place de fonds dédiés pour les actions sociales dans les services d'eau et d'assainissement, qui sont généralement des pourcentages des produits de la vente d'eau, parce que ça nous semble assez essentiel finalement de sanctuariser les moyens des services d'eau et d'assainissement pour accompagner les publics en difficulté avec des bouquets de solutions, puisque comme l'a dit monsieur, c'est pas qu'une question de financement, c'est aussi beaucoup, et on vient beaucoup d'en parler, une question d'accompagnement et de capacitation finalement de l'ensemble des personnes pour connaître ses droits, maîtriser son budget, connaître sa consommation et aussi récupérer de l'information sur les services pour pouvoir au mieux utiliser les services, que ce soit pour les gestes barrières ou pour leur consommation d'eau du robinet. Donc oui, effectivement, il y a un modèle à inventer et à mettre en place. Merci Anne Ducrest. On va donner la parole dans un instant à Florence Mouret par téléphone. Monsieur Lanaïd, vous souhaitiez, Oui. je vous voyais réagir. Donc Non, parce qu'effectivement, ce que disait Anne Ducrest justement me parle beaucoup. Et en fait, chez Suez, aujourd'hui, la question qui se pose, on va au-delà, je dirais, d'un modèle économique que de la médiation, mais il faut penser vraiment le modèle, enfin, je veux dire, la politique sociale de l'eau dans sa globalité. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler uniquement d'une tarification sociale. Et en fait, il faut aller au-delà et expliquer à l'ensemble des usagers l'intérêt d'une bonne maîtrise de sa consommation d'eau, l'intérêt de comprendre des enjeux en amont et ne pas attendre le fait que la facture d'eau arrive. Une fois que la facture d'eau est arrivée, c'est trop tard. On est déjà en vraie difficulté. Et en fait, le modèle tel qu'il est aujourd'hui, et c'est tout récent, hein, on a ça depuis les années, depuis 2015, et à penser sur une vraie politique sociale de l'eau, et qui doit intégrer le numérique. Parce qu'on l'a déjà dit, si le numérique aujourd'hui creuse les inégalités, je reste convaincu qu'il porte quand même de nombreuses promesses. Encore faut-il que chaque personne qui le souhaite puisse être accompagnée pour exercer une vraie citoyenneté numérique. Merci, monsieur Lanaïd. On va donner la parole à Florence Mouret, directrice des relations externes ANJ. Alors, madame Mouret, je mets le haut-parleur de mon téléphone. On vous a vu apparaître. Alors, et puis il y a eu des petits soucis de connexion. Alors, je mets mon téléphone en face du micro de mon ordinateur. Voilà, c'est un exercice aussi qui permet toutes les possibilités. Donc, vous êtes en direct avec nous. Je mets le haut-parleur. On vous écoute, madame Mouret. Merci Sylvain. En tout cas, merci de me donner l'opportunité de prendre la parole en dépit de la façon un petit peu rocambolesque dont ça se passe, mais c'est aussi les aléas du direct. Absolument. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien, mais il était vraiment très important pour moi de participer, même de cette façon, à la célébration de l'anniversaire de l'Union des PIMS, puisque NJ est un des membres fondateurs et anime aujourd'hui et travaille étroitement avec une vingtaine de PIMS. Moi, j'avais très envie de témoigner, au nom d'ailleurs de toutes les équipes des correspondants solidarité d'Engie qui travaillent main dans la main avec les PIMS, de l'action extraordinaire que l'on a menée ensemble durant la crise que l'on vient de passer, et qui pour moi reflète à quel point nous sommes aujourd'hui dans une relation réellement partenariale entre l'entreprise, l'Union des PIMS et les PIMS. Ce qui nous a paru vraiment impensable au cours de la crise que nous venons de traverser, de couper tout à fait le lien avec l'ensemble des personnes qui composent les territoires autour des PIMS, dont bien évidemment nos clients. Et nous avons donc ainsi pu mener avec une vingtaine de PIMS 2 actions qui ont ainsi permis de conserver le lien avec les territoires, non pas de manière physique, avec l'accueil qui bien sûr a dû fermer, mais par téléphone, donc un petit clin d'œil à la façon dont je communique aujourd'hui avec vous, mais par téléphone sur 2 actions qui étaient tout à fait d'actualité, sur lesquelles il était important de garder le lien. C'est la distribution du chèque énergie. Les médiateurs sociaux ont ainsi pu communiquer sur ce dispositif qui était en cours de distribution, et sur la fin des tarifs réglementés, qui est un autre enjeu pour nous et sur lequel de la pédagogie doit être faite.
Et grâce à cette action combinée, les usagers autour des PIMS ont pu être informés. Nous n'avons pas perdu le lien avec ces clients et surtout nous avons permis aux médiateurs de retrouver ou de maintenir une activité au cours de cette période. Donc franchement, bravo à tout le monde, y compris à l'ensemble des équipes d'Engie qui ont formé par des outils numériques, d'où l'importance de les avoir à distance, l'ensemble des médiateurs sociaux sur ces 2 actions, qui nous a permis, nous, aussi de maintenir le lien. Donc pour moi, c'est une manière de souligner à quel point aujourd'hui les PIMS sont professionnels et sont indispensables dans la relation vis-à-vis du territoire. Et à quel point ces dispositifs sont utiles pour nous, puisqu'il était hors de question, alors que nous n'avons pas de permanence physique évidemment, de perdre le lien avec les personnes. Donc, il y a les accueils physiques, c'est très important au niveau des PIMS, mais il y a aussi plein d'autres moyens d'être en relation avec le territoire, le téléphone et puis demain, de plus en plus, le numérique. Donc, nous sommes tout à fait derrière l'Union des PIMS pour développer tous ces moyens de communication avec le territoire, puisqu'aujourd'hui, il faut aller chercher les gens. Et ne pas attendre qu'ils viennent pousser la porte des permanences. Merci beaucoup, Florence Mouret. On vous entendait parfaitement. La connexion téléphonique était parfaite. Désolé pour ces petits soucis de connexion. Évidemment, vous pourrez, comme vous tous, revoir le replay de cet échange. Il est 10h55. On a un autre échange qui démarre à 11h. Alors, c'est extrêmement frustrant. J'aurais aimé échanger avec vous tous beaucoup plus longtemps, mais on va devoir en rester là. Vous avez, chers spectateurs, la liste des participants. N'hésitez pas à échanger entre vous. N'hésitez pas à poursuivre la discussion aussi en échangeant avec ceux qui portent les PIMS, avec l'Union nationale des PIMS. Je sais, Benoît Bourra et vos équipes, vous êtes à l'écoute et vous êtes extrêmement réceptifs et réactifs pour poursuivre ces échanges. 25 ans, c'est un bel anniversaire et vous allez poursuivre vos actions. Merci Benoît Bourra, merci Josiane Cordelou, merci Anne Ducrest, merci Khalid Lanaïk, merci Florence Mouret par téléphone. Merci Vanessa Lee, vous étiez avec nous ce matin. Revivez cet échange en replay. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.